Bonjour, Hubert Huertas, Laurent Mauduit, pour le 49e numéro d'Objection l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, à quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? Cette question, elle est posée par ce livre, un livre qui vient d'être publié aux éditions Les Liens qui libèrent, sous la direction de notre invité, André Orléans. Bonjour. Vous êtes vous-même économiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes président de l'AFEP. L'AFEP, c'est l'Association française d'économie politique. Vous publiez donc ce manifeste pour une économie pluraliste. Alors, qui sont ces économistes qui disent tous la même chose ? Eh bien, c'est essentiellement ce qu'on appelle dans notre jargon l'économie dominante, c'est-à-dire l'économie qu'on dit aussi néoclassique, c'est-à-dire une économie qui est très favorable, si on essaye de la caricaturer par des traits forts, qui est très favorable aux ajustements de marché, à la dérégulation, et qui se reconnaît dans un corpus théorique assez particulier qu'on appelle justement la théorie néoclassique ou walrasienne ou l'équilibre général. Alors, j'ai trouvé un article dans Wikipédia, a priori, c'est néoclassique, c'est quasiment tout le monde. Je vous lis cette phrase que j'ai trouvée hier en cherchant, en préparant cette émission. L'économie néoclassique est acceptée dans ses grandes lignes par tous, excepté 5% d'auteurs à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Alors, si je comprends bien, vous, à la FEP, vous êtes où à l'extrême gauche ou à l'extrême droite? Où êtes-vous? Non, là, je crois que c'est tout à fait caricatural comme présentation, pour dire le moins, quasiment diffamatoire. En tout cas, déjà, ça mêle de manière insupportable deux ordres qui sont totalement différents, qui sont l'ordre intellectuel et scientifique, de savoir quelles sont les approches différentes de l'économie, et il y en a beaucoup de longtemps. Par exemple, Schumpeter, on ne peut pas dire que Schumpeter était ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite. Keynes aussi a été un hérétique en son temps. Enfin, cette présentation ne tient pas du tout. Mais oui, mais derrière la question d'Hubert, il y a une question qui est légitime, une question intellectuelle. C'est qu'on sent bien qu'on est dans un monde dérégulé et qu'il y a beaucoup de facteurs qui poussent à des systèmes de pensée uniques, donc à la sorte d'impérialisme d'un courant de pensée. Mais est-ce que, en dehors de ces facteurs qui poussent à cet impérialisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison qui a trait à la faiblesse des autres courants de pensée? Est-ce qu'il y a encore des courants de pensée marxistes, néo-keynésiens? Est-ce que, en fait, ce ne sont pas des courants de pensée qui ont vieilli? Alors, c'est ça la question, on pourrait dire la question de fond. Notre constat, c'est qu'il n'en est pas ainsi. Parce que, d'abord, il faut bien comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'économie a toujours été structurellement un lieu de débat. Historiquement, c'est un lieu de débat, précisément parce qu'elle a eu des caractéristiques particulières en tant que science sociale. C'est pas exactement. C'est pas une science exacte. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est pas une science exacte. Et donc, les débats ont toujours existé, et des très grands débats, jusqu'aux années 90, je veux dire, sur des questions vraiment théoriques, fondamentales, sur la nature du profit, qu'est-ce que c'est que le salaire, d'où vient la croissance, etc. Il y a eu des débats, et il y a eu des débats extrêmement importants. La France a porté beaucoup, était une terre d'accueil de ce pluralisme théorique. Et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté, exactement. Et ça s'est arrêté parce que de plus en plus, le corpus dominant est devenu de plus en plus dominant. Et justement, ce que nous lui reprochons, elle n'a pas gagné du point de vue du débat théorique. Elle a pris des positions de pouvoir et elle-même a perdu, et c'est ça le point important, a perdu une espèce d'esprit critique. Les dominants auxquels nous nous attaquons, auxquels nous reprochons, non pas leur économie, mais nous reprochons leur position. Ils se présentent tout le temps comme les défenseurs de la seule vraie science. Et au nom de cette Donc il y a un débat entre vous sur le statut même de votre discipline. C'est-à-dire le courant dominant considère que c'est le seul courant scientifique et que vous êtes... C'est ça, si vous appelez ça, en fait, c'est pas, on aimerait qu'il y ait un débat, mais c'est plutôt, voilà, nous sommes la vraie science et vous êtes rien du tout. Et justement, il y a même plus de débat et c'est ça la question. C'est pour ça qu'il y a une question de pluralisme. Quelque chose va mal dans nos institutions. Donc, vous expliquez que ces néoclassiques, on va les appeler par leur nom, ont des tentations hégémoniques et qu'ils entendent être au fond. Et là, c'est un problème grave dont on va discuter dans un instant. Ils entendent être les seuls à diffuser leur sagesse
à l'université. Alors avant de poursuivre, je vous propose cette séquence souvenir, en quelque sorte, hein, un souvenir récent, séquence empruntée à nos confrères de BFM. C'est une séquence qui a une importance particulière dans le déclenchement de votre action et de votre livre. C'était le 13 octobre dernier et Jean Tirole, le français Jean Tirole, venait de recevoir le prix Nobel d'économie. Jean Tirole est le directeur de l'école d'économie de Toulouse, considéré comme l'un des pôles de la recherche économique les plus importants au monde. S'il n'est pas connu du grand public, il a un parcours académique brillant. Il est même considéré comme l'un des économistes les plus influents de notre époque. C'est une formidable reconnaissance. Du moment où un économiste a le prix Nobel, il devient une figure internationale. Pour lui, ça lui facilite considérablement ses recherches. Et ça crée une demande pressante pour l'entendre partout, par les économistes, par les gouvernements, par les présidents de la République, etc. Selon les spécialistes, Jean Tirole a révolutionné l'approche des sociétés modernes grâce à sa théorie des incitations. Il s'est intéressé à la manière d'envoyer les bons signaux aux entreprises en matière de réglementation notamment pour les encourager à produire plus et entretenir une concurrence saine sans causer de tort aux consommateurs. Une théorie qui s'est appliquée à de nombreux secteurs, des télécoms à la finance en passant par les transports. Jean Tirole est le 3e Français à être distingué par le Nobel de l'économie. Il recevra son prix et la récompense de 8 millions de couronnes suédoises, environ 878 000 €, le 10 décembre prochain à Stockholm. André Orléans, la voix de Jean Tirole, finalement, elle est devenue tellement puissante qu'elle porte jusqu'au ministère des Universités, et c'est l'un de vos regrets. Vous avez la sensation même qu'elle dicte un certain nombre de choses, puisque vous dites dans la présentation de votre livre que Jean Tirole a jeté tout le poids de son récent prix Nobel pour bloquer une réforme visant à restaurer le pluralisme des doctrines économiques à l'université, parce que des réceptions, c'est ce que vous continuez d'écrire, sa destinataire Geneviève Fioraso, à l'époque secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, a retiré le décret, et il se trouve que Najat Vallaud-Belkacem ne l'a pas rétabli. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette affaire? Expliquez-le pour ceux qui nous regardent. Eh bien, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, j'ai applaudi au prix Nobel de Jean Tirole. La question de la validité et de la légitimité de ses travaux n'est pas du tout en cause. Ce qui s'est passé, c'est que, justement, pour faire en sorte que ce pluralisme, qui me semble important non seulement pour la théorie, mais simplement pour la vie démocratique, le fait qu'il puisse avoir plusieurs scénarios, plusieurs analyses de l'économie, me semble être le minimum qu'on peut souhaiter pour qu'il y ait une véritable vie démocratique. Donc nous avons proposé qu'une réforme, c'est-à-dire qu'il y ait un nouvel espace dans l'université qui soit consacré à ces formes d'économie, à cette forme d'économie qu'on appellerait économie et société, parce qu'elle met plus l'accent sur le rôle de l'économie en tant que sociale, qui nous paraît être la bonne manière de pouvoir faire revivre un peu le pluralisme dans les institutions de recherche et d'économie. Parce que quand on reste ensemble, vous avez vu, il y a une espèce d'hégémonie dans la manière d'évaluer tous les hétérodoxes. Et parce que donc la cooptation des professeurs d'université devient une cooptation pensée unique. Voilà, c'est ça. Ils le font d'ailleurs de bonne foi, ils sont sûrs d'avoir raison. Donc, je veux dire, c'est intéressant, c'est-à-dire que leurs intérêts et leur conscience vont de pair. Ils pensent qu'ils ont la vraie science et ils pensent que ce que nous faisons, et quand je dis nous, c'est forcément pluriel. Hein. Il y a plein de courants, je ne défends pas une chapelle en particulier, hein. Je défends l'idée qu'il faut avoir du débat. Et donc, la seule manière qui nous a semblé possible, c'est justement de créer ce nouvel espace. Et ce qui s'est passé, c'est que les ministres, nous avions fini par les convaincre, parce que ça a été un vaste quand même débat public sur ces questions. Ça fait longtemps que la FEP présente ce programme. Et en décembre, le 11 décembre, les cabinets des ministres, donc de Mme Fioraso et de Vallaud-Belkacem, nous disent oui, vous allez avoir une nouvelle section, ça va être bien. Et à ce moment-là, il y a cette lettre de Jean Tirole à Geneviève Fioraso et qui dit mais non, voilà, qui s'y oppose. Dans des termes très violents. Dans des termes très violents parce qu'il dit, c'est exactement le discours dont je vous parlais tout à l'heure, il dit accepter ça, c'est retourner à l'obscurantisme.
Voilà. Et donc nous sommes qualifiés d'obscurantistes parce que simplement, nous, à notre sens, nous faisons de l'économie d'une autre manière. Mais comment est-ce que vous analysez le fait que le gouvernement ait cédé sur une question universitaire qui est une question décisive, c'est-à-dire le pluralisme des approches? Nous ne le comprenons pas, parce que d'abord, ce n'est pas une question gauche-droite, c'est une question simplement de pluralisme démocratique. Ça, ce n'est pas les clivages partisans ici qui sont en cause. Donc, on doit souhaiter qu'il y ait un esprit critique à l'intérieur des institutions de recherche. Mais surtout, en plus, un gouvernement de gauche, normalement, devrait faire privilégier des courants qui ont des pensées par ailleurs alternatives sur les rapports sociaux, une transformation des rapports sociaux qui ne soit pas simplement le salariat, le marché. Et donc, en effet, il y a là, je trouve, une question de savoir pourquoi ce gouvernement, et en particulier un gouvernement de gauche, n'accepte pas cette réforme qui est pas quand même, qui ne coûte rien, enfin qui n'a rien de révolutionnaire. Vous n'êtes pas un peu dans l'angélisme quand vous dites on n'est pas dans une question politique, parce que ces néoclassiques, économistes néoclassiques dont vous parlez, dont Jean Tirole est maintenant la figure emblématique, ils conduisent tout de même, si on regarde les choses, à une analyse de la société et à des décisions qui poussent plutôt vers ce qu'on appelle la droite que vers la gauche. Êtes-vous vraiment sûr que votre bataille puisse être conduite uniquement dans le cercle universitaire, et est-ce que vous ne devez pas l'élargir et la porter sur le champ sur lequel elle intervient, c'est-à-dire le champ politique? Vous n'êtes pas frileux? Il nous semble que ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, et c'est pour ça qu'on publie ce manifeste, c'est de s'adresser à l'opinion publique en général et d'essayer de faire comprendre que, et je crois que le public est intéressé par ces questions de pluralisme économique, il a envie d'entendre des argumentaires, autre chose que des mots d'ordre un peu schématiques, et il a soif de ça. Et donc, nous, on ne peut pas rentrer dans ce débat politique. Ce que nous essayons de faire valoir, c'est les intérêts de la communauté scientifique et de la communauté citoyenne. Oui, mais en même temps, on comprend bien, il y a une sorte de logique, parce que ce gouvernement, vous dites gouvernement de gauche, en même temps, il mène une politique économique que vous, l'économiste, vous qualifieriez de néoclassique ou néolibéral. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas deux naufrages parallèles, à la fois un naufrage d'une gauche qui ne conduit pas une politique alternative, qui a la stratégie du coucou, qui applique la politique du camp d'en face et qui, au plan intellectuel, se met en phase avec la politique qu'il conduit? Donc, pas de pensée critique. Oui, c'est votre interprétation. En effet, il me semble qu'il y a ce n'est pas faux. Mais voyez mon point de vue. Moi, dans mon idée, c'est pas simplement gauche-droite. D'ailleurs, dans les courants que nous pourrions représenter, qui seraient présents, il n'y aurait pas des courants qui sont toujours étiquetés de gauche. C'est pas vrai. Il y a des courants, les schumpeteriens n'ont rien de particulièrement. Il y en a qui sont de gauche. Enfin, je veux dire, la question, elle est d'une certaine manière encore plus fondamentale que ça. C'est vraiment une question intellectuelle de la qualité d'un débat démocratique, du fait de pouvoir donner des arguments, de les opposer, parce qu'en démocratie, il n'y a pas une espèce de vérité scientifique qui tombe du ciel par la voix d'experts, même s'ils ont le prix Nobel. Il y a nécessairement un débat contradictoire, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais alors, on va prendre le problème à l'envers, toujours sur cette question des rapports aux politiques. Ces néoclassiques hégémoniques, hein, c'est ce que vous dites et dont vous regrettez, hein, cette tendance hégémonique. Ces néoclassiques, eux, ils sont apolitiques ou bien ils font de l'idéologie? Non, je pense qu'ils sont. Oui, c'est très divers. Hein, c'est très divers, mais mes collègues, d'abord, il ne faut pas croire que ce soit la guerre généralisée. Hein. Certains sont très, comme j'ai expliqué, très forts de leur excellence et un peu méprisants, mais ce n'est quand même pas le cas général. Oui, je pense que je suis même sûr que toutes les opinions politiques sont représentées chez les néoclassiques. Ni notre camp ni l'autre ne s'identifie ainsi à une seule pensée politique. On peut être néoclassique, donc vouloir se marcher dérégulé, libéral, voire ultralibéral, et être de gauche. Peut-être pas, mais à l'intérieur du camp néoclassique, tout le monde ne veut pas exactement la même forme de dérégulation. Il peut y avoir quand même des subtilités dans les politiques
qu'on analyse. Et même, il peut y avoir des différences conceptuelles dans la manière de saisir le capitalisme. Donc, il peut y avoir quand même une grande variété, je ne le nie pas, il peut exister une grande variété à l'intérieur du camp néoclassique. Simplement, elle s'arrête à une certaine borne. Je trouve que le combat intellectuel que vous menez me fait penser à quelque chose. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des pays où il y a une sorte de va-et-vient entre le monde politique et le monde intellectuel, et que parfois le monde intellectuel irrigue le monde politique. L'université, je ne sais pas, aux États-Unis, il y a des passerelles avec le monde politique. Là, j'ai l'impression que les politiques français, ou la gauche française, pour parler d'elle, puisque c'est elle qui est au pouvoir, n'a pas ce contact. Est-ce que vous, économiste, vous êtes sollicité par les politiques, ou est-ce que ce ne sont pas une typologie très particulière d'économistes qui sont sollicités? Oui. Économistes, comment dire, mondains ou... Mais je pense que oui, vous avez raison sur cet écart et mais je pense qu'il y a des économistes quand même qui sont écoutés. La preuve, Jean Tirole est écouté et d'autres sont écoutés. Donc c'est un choix de ce gouvernement d'écouter un certain type, comme vous le disiez, un certain type d'économistes qui représentent plus leur projet politique. Un Jean Tirole est écouté, un Thomas Piketty, malgré sa notoriété mondiale aussi à cause de son livre, reste dans son petit bureau à l'École Louis de Paris et aucun politique français ne va le voir pour discuter des conséquences fiscales que pourrait avoir son œuvre. Sauf pendant la campagne présidentielle, où il a été écouté. Tout à fait. C'était avant. Oui. Alors, juste un point de détail, mais ça m'intéresse de comprendre. Dans le manifeste, vous dénoncez donc ces systèmes de pensée unique, d'impérialisme de la pensée néoclassique, mais vous faites aussi vous dénoncez aussi l'agrégation d'économie. Oui. Pourquoi est-ce que vous la dénoncez? Parce que en fait, je vous expliquais que c'était un processus et que donc par le passé, je vous l'ai dit, il y a toujours eu beaucoup de courants critiques, la théorie de la régulation, l'économie des conventions, la pensée keynésienne, l'histoire de la pensée économique. Il y a bien eu comme ça une floraison avec un fort rayonnement de ces pensées. Et dans le processus qui commence, disons, à peu près au début des années 90, qui a conduit à cette éradication et plus exactement au fait que, avec l'âge, les professeurs hétérodoxes qui passent à la retraite ne sont jamais remplacés par d'autres hétérodoxes et l'agrégation a joué un rôle essentiel. C'est-à-dire que dans les jurys étaient le plus souvent des jurys qui représentaient cette tendance néoclassique avec cet esprit étroit, ne reconnaissant pas et peut-être même des fois ne comprenant pas nos travaux, hein, et donc les écartant. Et ça a été un processus, comme il y a beaucoup de profs, l'agrégation du supérieur produit beaucoup de professeurs. Au fur et à mesure de beaucoup d'agrégations, vous remplacez tout le corps professoral. D'autant plus que notre agrégation du supérieur, vous pouvez être prof très jeune. Donc vous pouvez devenir prof par ce système à 30 ans, 31 ans pour toute votre vie, hein, n'est-ce pas? Et donc ça a créé un flot d'orthodoxes qui ont conquis et qui sont devenus absolument dominants partout. Et aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile d'avoir une pensée alternative. Est-ce que je peux vous interpeller sur un autre point? Je me dis que le combat que vous menez est intellectuellement un combat courageux, mais est-ce que ce n'est pas un combat désespéré? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres facteurs qui poussent à cette anémie de la pensée en économie. Il y a donc le mode de cooptation des professeurs, mais il y a aussi les financements de la recherche. On sait que dans l'économie, ce sont les banques, les assurances qui massivement financent, et donc elles ont évidemment plus intérêt à financer des travaux sur les marchés financiers que sur le creusement des inégalités. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas tout un univers qui se coalise pour faire que vous soyez des petits hurons, quoi? Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Et d'ailleurs, ce livre est un peu le dernier cri d'alarme avant l'extinction totale. Il faut bien s'en rendre compte. Aujourd'hui, en effet, on n'est plus, parmi les professeurs, en tout cas, il y a beaucoup plus de maîtres de conférences, mais parmi les professeurs, on n'est plus qu'une poignée. Et effectivement, on ne peut pas faire vivre la recherche de cette manière-là. Et vous avez raison, toutes ces forces vont absolument dans le même sens. Et en fait, quelle est notre force? Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. La seule force, c'est de dire, mais
méfiez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes puissant, que vous avez ce rayonnement financier, politique, que vous dites la vérité. Il y a un mélange des genres entre cette espèce de puissance qui apparaît, même médiatique, hein, dans le prix Nobel. Ce n'est pas parce que vous avez le prix Nobel que forcément vous dites la vérité. Il y a il y a le rôle de la vérité, et la vérité, c'est l'esprit critique, et la vérité, c'est l'humilité. Et on peut pas faire un corps scientifique qui n'ait pas cet esprit critique et cette humilité. Et voilà, elle manque cruellement. Mais évidemment, c'est une tête d'épingle, hein, de lutter simplement avec ce type de mot d'ordre en disant nous pensons qu'il faut de l'esprit critique. Je dirais juste un point quand même qui a réveillé nos concitoyens, ça a été la crise financière. Parce que la crise financière a quand même montré au monde quels étaient les dangers d'une pensée unique qui ne s'autocritique pas. Est-ce que ça a changé quoi? Mais oui. Ça a changé quoi? On aurait pu se dire il faut en tirer les leçons. Alors là, alors ça c'est très intéressant. Oui. Ceux qui ont dit que les marchés financiers ne généraient jamais de crise, mais c'est toujours eux qui dominent. Alors prenons conscience de ça. Vous avez raison et je vais dans votre sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'à partir de ça, il y ait eu une transformation et qu'on fasse des choses. Pas du tout. L'enseignement et la recherche n'a absolument, quasiment pas changé depuis la crise financière. Donc les capacités d'autorégulation de ce corps néoclassique, appelons-le comme on veut, ou orthodoxe, sont absolument nulles. Et pourtant, il y a une véritable difficulté. C'est pour ça que la solution que nous proposons est à la hauteur de ça. On propose qu'il y ait un nouvel espace qui se construit parce qu'effectivement, la cohabitation, pour l'instant, n'est plus facile. Il y a une chose qui me frappe, c'est que c'est pas le constat que vous faites est terrible sur l'université, mais ce n'est pas seulement l'université. Les enseignants d'économie dans le secondaire font des critiques sur l'enseignement secondaire qui rejoignent les vôtres, sur un apprentissage qui exclut l'esprit critique des élèves. Nous nous sommes très proches de toutes les préoccupations des professeurs de CES qui vont dans ce sens-là. Et nous étions contre justement les réformes des CES qui ont conduit, alors qu'on avait un enseignement de CES, comme vous savez, de SES, sciences économiques et sociales du secondaire, qui fonctionnait bien. Hein. Les lycéens étaient pour, y assistaient. Et on l'a un peu cassé, justement, ce qui est bizarre, c'est au nom des universitaires dont je parle, hein, qui ont voulu forcer dans le lycée le même modèle qui nous semble ne pas fonctionner, c'est-à-dire un modèle où on sépare l'économie, la sociologie, les sciences politiques, alors que la force des SES, c'était justement de mélanger les objets. Quand vous regardez l'entreprise, vous la regardez du point de vue des facteurs de production, mais aussi du point de vue de la vie collective, démocratique, etc. Et d'une certaine manière, on a voulu de force importer le modèle universitaire dans le secondaire, et nous, ce qu'on aurait proposé plutôt, c'est le contraire, de faire que ce modèle du secondaire, c'est-à-dire cette idée que c'est une science sociale, qu'elle se construit donc en articulation avec la sociologie, l'histoire, l'économie, est ainsi, elle devrait être la forme qui est aussi présente dans le supérieur. Donc, si votre manifeste pour une économie pluraliste n'est pas entendu, qu'est-ce que vous faites ? Alors, eh bien, il se passera, je pense que ça n'aura pas a priori tout de suite des effets dramatiques, évidemment, mais il se passera la chose suivante, qui d'ailleurs s'est passée, parce que ce n'est pas simplement français, c'est un mouvement qui est international, il se passera ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est-à-dire que les économistes, la pensée critique en économie disparaîtra des départements d'économie. Et c'est ce qui se passe dans à peu près le monde entier, c'est-à-dire qu'elle va vers les sciences politiques. Elle ne disparaît pas, c'est-à-dire que cette pensée critique demeure, mais elle est dans les sciences politiques, elle est dans les relations internationales, elle est en sociologie économique. Mais ça a un coût. C'est qu'on perd quelque chose quand même. Ces collègues font des très bonnes choses, mais on perd quelque chose parce qu'il reste quelque chose qui est spécifiquement économique, qui est la réflexion sur les concepts économiques. Et ça, nous en avons besoin, parce qu'il ne faut pas croire, comme vous le savez bien, toutes ces réflexions conceptuelles qui ont l'air d'être en l'air, sont en fait très très fondamentales. Donc quand on réfléchit sur la valeur, la monnaie, le profit, etc., ça a des effets. Et là, on va perdre quelque chose. Donc on perdra quelque chose de très important. Si on pense à l'histoire, 1848, génère Marx, 1929, je parle des crises, génère Keynes, on se dit que dans ce cas-là, la grande crise que nous vivons ne génère pas forcément les éléments intellectuels pour la surmonter. On est peut-être, je ne sais pas, on est peut-être trop dans l'événement pour pouvoir en juger, mais
on peut espérer quand même que ça va. D'ailleurs, on voit, regardez le livre de Steve Keen, l'imposture intellectuelle, économique, pardon, montre bien quand même qu'il existe des courants alternatifs, des pensées alternatives auxquelles qu'on comprime, mais qui existent. Donc, ne soyons pas nécessairement pessimistes. Mais vous avez raison, hein, votre constat de base, une espèce d'uniformisation néolibérale qui est liée à des politiques en même temps qu'à un climat intellectuel, est tout à fait exact. C'est vrai. Mais on doit bien essayer de faire quelque chose. Pourquoi on vous entend si peu dans les médias? Alors, je crois que... Alors, mon point de vue, je dirais, c'est parce que souvent, nous ne sommes pas, enfin, un certain d'entre nous ne souhaitent pas répondre à toutes les questions. Et souvent, en fait, quand vous nous questionnez sur les médias, c'est souvent sur des questions très générales. Par exemple, on pourrait parler des 0,6% de croissance conjoncturelle, etc. Donc, souvent, moi, je suis souvent surpris de voir mes collègues intervenir de manière, je dirais, excusez-moi, mais souvent un peu plate sur ces sujets. Je pense qu'il serait plus intéressant d'essayer d'expliquer ce qui est, enfin, d'avoir des jugements plus informés. Et quelquefois, dans les médias, excusez-moi, mais c'est normal, d'ailleurs, on ne peut pas avoir des débats, enfin, des explications très poussées. Parce qu'il y a sans doute des formes de journalisme low cost ou de connivence qui rejoignent des formes d'économistes non chercheurs et bavards ou mondains. Peut-être. Les choses se conjuguent. À titre d'exemple, pour terminer, hein, parce qu'on arrive au bout de notre entretien, ce 0,6% de croissance qui est une surprise positive, bon, on en mange beaucoup depuis 48 heures. Est-ce que c'est, par exemple, si je vous pose la question tout de suite, est-ce que, non pas pour commenter ce chiffre lui-même, mais est-ce que c'est une information importante ou est-ce que ce n'est pas une information importante? Mais même cette question, elle implique d'avoir réfléchi, d'être un macroéconomiste, etc., donc qui ne sont pas mes spécialités. Je dirais que c'est possible que ce soit un chiffre important, oui, parce que les économistes se sont intéressés beaucoup aux conjonctures, justement, au cycle conjoncturel. Donc le fait par exemple, que justement, est-ce que ça annonce quelque chose d'autre? Comment ça se place dans la tendance de l'économie? Ces questions sont des questions importantes, la question en fait, conceptuelle des fluctuations de l'économie. Quand ça fluctue, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous reliez ce 0,6% par exemple avec les conditions profondes de la croissance en France? Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça le débat qu'il faut avoir. Voilà, il faudrait qu'on fasse un autre débat. On essaiera de le faire en tout cas. Moi, mais celui d'aujourd'hui est terminé. Merci d'avoir été avec nous, André Orléans. Merci à Laurent d'avoir préparé et présenté cette émission avec moi. Et merci à toute l'équipe de 5e étage Production.